Bienvenue sur Agora. Dans cette vidéo passionnante, nous allons plonger dans un événement potentiellement épique qui a secoué le domaine de l'astronomie. Imaginez une explosion mystérieuse qui s'est produite sur la Lune de manière totalement inattendue. Mais avant de nous plonger au cœur de cette affaire, faisons d'abord un petit tour d'horizon des notions essentielles à connaître sur notre satellite lunaire. Découvrez les secrets qui se cachent derrière cette sphère céleste qui a fasciné l'humanité depuis des millénaires. Ensuite, préparez-vous à remonter le temps alors que nous retracerons l'histoire de la Lune à travers une chronologie détaillée. Depuis les premières observations jusqu'aux missions spatiales qui ont marqué les grandes avancées de l'exploration lunaire, vous serez plongé dans une aventure historique hors du commun. Enfin, préparez-vous à être ébloui par le moment le plus intrigant de cette vidéo, l'incident explosif qui a ébranlé la Lune. Qu'est-ce qui a pu causer cette explosion énigmatique? Quelles en sont les conséquences? Les réponses à ces questions vous attendent, et vous serez surpris par les théories et les spéculations qui entourent cet événement. Commençons donc. Un tour d'horizon captivant de la Lune. La Lune est le seul satellite naturel de notre planète et le 5e plus grand satellite du système solaire en termes de diamètre. Sa distance moyenne avec la Terre est de 384 400 km, ce qui équivaut à un peu plus d'une seconde-lumière ou environ 30 fois le diamètre de la Terre. Elle s'éloigne de nous à un rythme de 3,6 cm par an. La force gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune est d'environ 1,95 fois 10 puissance 20 newtons. Ainsi, dans une représentation simplifiée, on peut dire que la Lune orbite en ellipse autour du centre de la Terre et elle-même en orbite autour du Soleil. Jusqu'à présent, l'exploration humaine s'est limitée à la Lune, en faisant le seul astre que l'homme ait pu explorer directement. La période de rotation de la Lune est la même que sa période orbitale, ce qui signifie qu'elle présente toujours la même face, surnommée face visible de la Lune, à un observateur terrestre. L'autre face est donc appelée face cachée de la Lune. Cette rotation synchrone est le résultat des frottements causés par les marées provoquées par la Terre sur la Lune, qui ont progressivement ralenti sa rotation sur elle-même, jusqu'à ce que sa période de rotation corresponde à sa période de révolution autour de la Terre. En réalité, à sa formation, la Lune orbitait à une distance 15 fois plus proche de la Terre qu'aujourd'hui, et la Terre tournait alors sur elle-même en 6 heures. Les points où son orbite croise le plan orbital de la Terre sont appelés les nœuds lunaires. Le nœud ascendant correspond au point où elle passe au nord de l'écliptique, tandis que le nœud descendant correspond au point où elle passe au sud. Le plan orbital lunaire présente une inclinaison de 5,145 996 degrés par rapport à l'écliptique. Cette inclinaison peut varier, car la Lune est plus étroitement liée à la Terre qu'au Soleil. Sa trajectoire orbitale subit une précession d'une période de 6793,5 jours, soit 18,5 996 années. Cette précession est causée par l'attraction gravitationnelle du Soleil et, dans une moindre mesure, par le renflement équatorial de la Terre. Étant donné que la Terre elle-même est inclinée de 23,45 degrés par rapport à l'écliptique, l'inclinaison de l'orbite lunaire par rapport à l'équateur terrestre varie entre 28,60 degrés et 18,30 degrés. L'axe d'inclinaison de la Terre subit une variation de 0,00256 degrés, de part et d'autre de sa valeur moyenne, phénomène connu sous le nom de nutation, qui a été découvert pour la première fois par James Bradley en 1748. En effet, il y a plus de 4,5 milliards d'années, la surface lunaire était recouverte d'un océan de magma liquide. Les scientifiques pensent que l'un des types de roches lunaires présentes en surface, connu sous le nom de norite Creep, représente la phase finale de cet océan de magma. Cette norite Creep est extrêmement riche en éléments chimiques désignés comme incompatibles, c'est-à-dire des éléments chimiques qui ont peu d'affinité pour une structure cristalline et qui préfèrent rester dans le magma. Les chercheurs considèrent les norites Creep comme des indicateurs précieux permettant de mieux appréhender l'histoire de la croûte lunaire, y compris son activité magmatique et les nombreuses collisions avec des comètes et d'autres objets célestes. La Lune possède une croûte composée d'un large éventail d'éléments tels que l'uranium, le thorium, le potassium, l'oxygène, le silicium, le magnésium, le fer, le titane, le calcium, l'aluminium et l'hydrogène. De plus, la croûte lunaire est recouverte d'une couche de poussière appelée régolithe, qui est répartie de manière inégale sur la Lune. L'épaisseur du régolithe varie de 3 à 5 mètres dans les mers et atteint 10 à 20 mètres sur les hauts plateaux. Quant à l'épaisseur de la croûte, elle varie de 0 à 100 km en différents endroits. En général, on estime que la croûte de la face visible est environ 2 fois plus fine que celle de la face cachée. Les géophysiciens pensent aujourd'hui que l'épaisseur moyenne de la croûte de la face visible se situe entre 35 et 45 km, alors qu'auparavant, jusqu'aux années 2000, on pensait qu'elle était uniformément de 60 km d'épaisseur. En revanche, la croûte de la face cachée atteint une épaisseur maximale d'environ 100 km. Les scientifiques pensent que cette asymétrie de l'épaisseur de la croûte lunaire pourrait expliquer pourquoi le centre de masse de la Lune est excentré. Elle pourrait également expliquer certaines variations du relief lunaire, comme la prédominance des surfaces volcaniques,
lisse sur la face visible. Par ailleurs, comparé à la Terre, le champ magnétique de la Lune est très faible. Bien qu'une partie du magnétisme lunaire soit intrinsèque, comme celui observé dans la bande de la croûte appelée Rima Sirsalis, ces propriétés magnétiques pourraient également être le résultat de collisions avec d'autres corps célestes. Toutefois, la présence d'eau sur la Lune semblait improbable compte tenu de l'absence quasi totale d'atmosphère et des températures élevées au Soleil, dépassant les 100 degrés. Mais les données recueillies par les sondes Clémentine et Lunar Prospector à la fin des années 90 ont révélé la présence de grandes zones riches en hydrogène au pôle nord et sud. Comme l'hydrogène est un constituant de l'eau avec l'oxygène, on pensait initialement que la sonde Lunar Prospector détecterait de la vapeur d'eau lors de son impact dans un cratère présumé contenir de la glace. Mais aucune molécule d'eau n'a été détectée. En 2006, les mesures effectuées par le radiotélescope d'Arecibo sur les cratères polaires constamment dans l'obscurité ont révélé une rareté encore plus grande de la glace d'eau que prévu. L'équipe d'Alberto Saal de l'université Brown aux États-Unis a utilisé un spectromètre de masse pour analyser des échantillons de spérules vitreuses de basalte lunaire ramenés par les missions Apollo 11, 15 et 17 entre 69 et 72. Ils ont découvert la présence d'eau et ont conclu que le magma lunaire contenait de l'eau en proportion similaire à celle de la Terre il y a 4,5 milliards d'années. La sonde Lunar Reconnaissance Orbiter continue d'effectuer des observations depuis une orbite basse, scrutant la surface de notre satellite avec ses instruments pendant plusieurs mois. Elle est équipée, entre autres, d'un spectromètre ultraviolet spécialement conçu pour détecter la présence d'eau. Le 24 septembre 2009, la NASA a annoncé la présence d'eau près de la surface lunaire. Cette découverte a été réalisée grâce aux données recueillies par la sonde spatiale Deep Impact, rebaptisée EPOXI, pour sa mission étendue qui s'est approchée à 6 millions de kilomètres de la Lune en juin 2009. En outre, l'origine de la Lune suscite un débat scientifique intense, avec plusieurs hypothèses envisagées, telles que la capture d'un astéroïde, la séparation d'une partie de la Terre due à la force centrifuge, ou encore l'agrégation simultanée de la matière du système solaire primitif. Étant donné l'inclinaison de son orbite, il est peu probable qu'elle se soit formée en même temps que la Terre, ou qu'elle ait été capturée ultérieurement. L'hypothèse la plus largement acceptée est celle de l'impact géant. Une collision entre la Terre et un objet de la taille de Mars appelé Theia aurait projeté de la matière autour de la Terre qui se serait finalement agrégée pour former notre Lune actuelle. De nouvelles simulations publiées en août 2001 viennent appuyer cette hypothèse. On estime que cet impact s'est produit environ 42 millions d'années après la formation du système solaire, soit il y a environ 4,526 milliards d'années. Cette hypothèse est attestée par des comparaisons entre la composition de la Lune et celle de la Terre. On retrouve des minéraux similaires bien que dans des proportions différentes. Les éléments les plus légers auraient été plus facilement éjectés de la Terre lors de l'impact et se retrouvent donc en plus grande quantité sur la Lune. Un élément clé qui confirme cela est le 54 fer, un isotope du fer qui est présent sur Mars dans les mêmes proportions que le 57 fer, mais qui est extrêmement rare sur Terre et sur la Lune. Pour qu'il puisse s'évaporer, il aurait fallu qu'il soit chauffé à plus de 2000 degrés pendant une période prolongée, ce qui pourrait s'expliquer par la collision Terre-Lune. À l'exception de Mercure et Vénus, toutes les planètes du système solaire possèdent des lunes naturelles, également appelées satellites. Jupiter et Saturne détiennent respectivement 63 et 60 lunes, de taille et de forme variées. Dans les années 70, on connaissait 32 lunes dans le système solaire, mais aujourd'hui, on en a identifié plus de 140. Parcours fascinant de l'exploration lunaire. Depuis le moment où l'humanité a commencé à contempler le ciel, la Lune est devenue un objet fascinant. À l'œil nu, nous avons toujours pu admirer sa surface parsemée qui laisse entrevoir ses cratères. Par la suite, avec l'arrivée des télescopes qui ont affiné notre vision, nous avons découvert ses reliefs, ses montagnes et les traces de ces anciens océans de lave. Après des siècles d'observations passionnées, c'est au milieu du XXe siècle que l'homme a finalement eu l'opportunité de marcher sur sa surface. Depuis ses premiers pas, l'étude de notre voisine céleste a été confiée à une multitude de sondes spatiales qui se sont aventurées sur ces vastes plaines poussiéreuses ou sur son mystérieux hémisphère caché. Nos premières expéditions vers la Lune ont été rendues possibles par la rivalité de la guerre froide, alors que les États-Unis et l'Union soviétique rivalisaient pour envoyer leurs sondes spatiales en orbite lunaire et y déposer leurs premières empreintes mécaniques. En janvier 59, la première victoire est remportée par les soviétiques avec Luna 1, une petite sphère garnie d'antennes qui devient le premier engin spatial à échapper la gravité terrestre et à s'approcher à moins de 6500 km de la surface lunaire. Plus tard cette même année, Luna 2 devient la première sonde spatiale à entrer en contact avec le sol lunaire en s'écrasant dans le bassin de la mer des Pluies, à proximité des cratères Aristide, Archimède et Autolycos. Toujours en 59, une troisième mission Luna capture les premières images brumeuses de la face cachée de la Lune, dont les terrains accidentés contrastent avec les bassins plus lisses de sa face visible depuis la Terre. Les États-Unis entrent ensuite en jeu avec leurs 9 sondes Ranger de la NASA.
lancés entre 61 et 65, qui permettent aux scientifiques d'obtenir les premiers plans rapprochés de la surface lunaire. Le programme Ranger consistait en une série de missions ambitieuses et ponctuelles, chaque engin étant conçu pour se diriger droit vers la Lune et prendre un maximum de photos avant l'impact final. En 1965, grâce aux images transmises par les missions Ranger, notamment le 9, les scientifiques disposent d'une vue détaillée de la surface lunaire, un terrain accidenté qui rendra difficile la recherche d'un site d'alunissage. En 1966, la sonde soviétique Luna 9 devient la première à se poser en douceur sur la surface lunaire. À bord, une multitude d'instruments scientifiques et de systèmes de communication qu'elle utilise pour réaliser un panorama lunaire à ras le sol. Quelques mois plus tard, Luna 10 devient le premier engin spatial à être mis en orbite autour de la Lune. La même année, la NASA réussit également à poser l'un de ses engins sur la Lune. La toute première sonde spatiale Surveyor, équipée de caméras pour explorer l'environnement lunaire, ainsi que d'échantillonneurs de surface conçus pour analyser les roches et la poussière lunaire. Au cours des 2 années suivantes, la NASA parvient à placer 5 sondes Lunar Orbiter en orbite autour de notre satellite naturel afin de cartographier sa surface en vue de l'objectif ultime de cette course spatiale qui est l'envoi d'astronautes sur la Lune. Ces orbiteurs photographient 99% de la surface lunaire, un travail qui permet d'identifier des sites d'alunissage potentiels et ouvre la voie à un bond de géant dans l'exploration spatiale. À cette époque, la NASA s'efforçait de tenir la promesse faite par le président John F. Kennedy en 61 d'envoyer un astronaute sur la Lune avant la fin de la décennie. Cela a conduit au lancement du programme Apollo, le plus coûteux de l'histoire de l'exploration spatiale. À la clôture du programme en 1972, la Lune avait été visible, de près ou de loin, par 24 astronautes au cours de 9 missions. La mission la plus célèbre, Apollo 11, marque les premiers pas de l'humanité sur un autre monde. Le 20 juillet 69, Neil Armstrong et Edwin Aldrin se posent sur la mer de Tranquillité à bord du module lunaire Eagle, pendant que l'astronaute Michael Collins poursuit son orbite autour de la Lune à bord du module Columbia. En laissant leurs premières empreintes de bottes sur la surface lunaire, Armstrong prononce cette phrase mémorable « C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité ». Le binôme reste 21h36 sur la Lune avant de rejoindre Collins pour le retour sur Terre. Chaque mission suivant, Apollo 11 a marqué de nouveaux jalons dans le voyage spatial et l'exploration lunaire. 4 mois après les premiers pas de l'homme sur la Lune, Apollo 12 réussit son alunissage avec une bien meilleure précision. Apollo 13 a évité de justesse la catastrophe avec l'explosion de ses réservoirs d'oxygène en avril 70, obligeant l'équipage à abandonner son alunissage programmé. Les 3 astronautes ont survécu. Lors du 3e alunissage, en janvier 71, le commandant Alan Shepard de la mission Apollo 14 établit un nouveau record de distance parcourue sur la Lune, 2700 mètres. Il a même pris le luxe de frapper quelques balles de golf dans un cratère voisin à l'aide d'un fer 6 improvisé. Lancé en juillet 71, Apollo 15 était le premier d'une série de 3 missions capables de passer plus de temps sur la Lune. Après 3 jours passés sur la surface lunaire, les astronautes ont collecté plusieurs centaines de kilogrammes d'échantillons et parcouru plus de 27 km à bord du premier rover lunaire piloté. Pendant ce temps, l'Union soviétique a envoyé un rover contrôlé à distance sur la Lune. Apollo 16 et Apollo 17, toutes deux lancées en 72, sont les missions habitées les plus récentes à destination de la Lune. La sonde inhabitée Luna 24, lancée par la Russie en 76, est la dernière à s'être posée sur la surface lunaire avant le siècle suivant. Les échantillons recueillis lors de ces explorations lunaires ont largement contribué à approfondir notre compréhension de la géologie et de la formation de notre satellite naturel. Après les exploits des années 60 et 70, les grandes agences spatiales ont tourné leur attention vers d'autres horizons pendant plusieurs décennies. Ce n'est qu'en 1994 que les États-Unis ont montré un regain d'intérêt pour la Lune grâce à une collaboration entre la NASA et l'initiative de défense stratégique. La sonde Clémentine a été chargée de réaliser une cartographie de la surface lunaire en utilisant des longueurs d'onde situées en dehors du spectre visible, allant des ultraviolets aux infrarouges. Au total, plus de 1,8 million de clichés numériques ont été pris au cours de cette mission, certains laissant entrevoir la présence de glace dans les cratères lunaires. En 1999, la sonde Lunar Prospector est entrée en orbite autour de la Lune pour confirmer la découverte de glace réalisée par Clémentine au niveau des pôles lunaires. Cette ressource pourrait s'avérer cruciale pour les futures installations humaines. La mission s'est terminée de manière spectaculaire, en faisant s'écraser Prospector sur la Lune. Les scientifiques espéraient analyser les projections pour trouver des traces d'eau glacée, mais en vain. 10 ans plus tard, la sonde L-CROSS de la NASA
a réussi à reproduire cette expérience avec succès dans une région ombragée au pôle sud lunaire. Depuis 2009, la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter réalise une cartographie détaillée de la surface lunaire en haute résolution. De 2011 à 2012, elle a été rejointe par les sondes jumelles Hubble et Flow de la NASA dans le cadre de la mission spatiale Grelle, qui consistait à cartographier le champ gravitationnel de la Lune avant de s'écraser intentionnellement dans une région proche du pôle nord lunaire. La Lune suscite un intérêt croissant non seulement de la part de la NASA, mais aussi d'autres agences spatiales à travers le monde. Ces dernières décennies, l'exploration lunaire est devenue une activité internationale ainsi qu'un domaine d'exploration commerciale. En 2007, le Japon a lancé son premier orbiteur lunaire appelé Selene, tandis que la Chine et l'Inde ont respectivement envoyé leur première sonde lunaire la même année et en 2008. En 2013, la Chine a réussi à poser un rover nommé Yutu lors de la mission Change 3, devenant ainsi le troisième pays à réaliser un atterrissage sur la Lune. D'autres jalons ont été franchis en 2019, bien que certains avec un succès mitigé. Un atterrisseur chinois, Yutu 2, est devenu le premier rover à se poser sur la face cachée de la Lune en janvier. Cependant, dans le même temps, la mission indienne Chandrayaan 2 a échoué lors du déploiement de son atterrisseur Vikram sur la surface lunaire. En avril 2019, Israël a également tenté de se poser sur la Lune avec sa sonde Beresheet, mais malheureusement, celle-ci s'est écrasée lors de sa tentative d'alunissage. Par ailleurs, la NASA s'est également associée à des sociétés privées du secteur spatial telles que SpaceX, Blue Origin et Astrobotic pour développer des modules robotisés et habités destinés à l'exploration lunaire. Jeff Bezos, PDG d'Amazon et fondateur de Blue Origin, a exprimé son ambition d'établir une base lunaire près du pôle sud où des astronautes pourraient vivre et travailler. De son côté, SpaceX travaille sur un véhicule spatial capable de transporter des astronautes vers la Lune et Mars, tout en envisageant des voyages touristiques en orbite lunaire. La NASA, de son côté, ne veut pas être éclipsée par le secteur privé. Elle prépare son propre retour sur la Lune de manière ambitieuse avec le programme Artemis, qui vise à envoyer la première femme et le prochain homme sur la Lune d'ici 2024. La capsule spatiale Orion, actuellement en développement, joue un rôle central dans le programme Artemis, bien que la NASA n'ait pas renoncé à la participation de partenaires privés pour atteindre cet objectif. Si le programme Artemis se déroule sans problème, la NASA et ses partenaires pourraient aller jusqu'à construire une station spatiale en orbite lunaire qui servirait de passerelle vers la Lune et au-delà. Le mystérieux incident explosif qui a secoué la surface lunaire. Un événement a marqué la surface lunaire avec la formation d'un double cratère situé à la collision d'un corps de fusée. Les images de Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, en orbite autour de la Lune depuis 2009, ont révélé la position inhabituelle d'un cratère. L'impact a engendré deux cratères superposés, un cratère oriental mesurant 18 mètres de diamètre et un cratère occidental de 16 mètres. Ensemble, ils forment une dépression d'environ 28 mètres de large dans sa dimension la plus longue. Bien que les astronomes aient anticipé cet impact après avoir détecté la trajectoire du morceau de fusée en direction de la Lune, la formation du double cratère a été une surprise. Généralement, les fusées usagées ont leur masse la plus importante. À l'extrémité du moteur, car le reste de la fusée est principalement un réservoir de carburant vide. Cependant, le double cratère suggère que cet objet possédait de grandes masses aux deux extrémités lors de l'impact avec la Lune. L'origine exacte de ce corps de fusée, un débris spatial en orbite depuis plusieurs années, n'est pas claire, et le double cratère pourrait aider les astronomes à en déterminer la nature. La Lune, étant dépourvue d'une atmosphère protectrice, est constellée de cratères formés régulièrement par des objets tels que des astéroïdes qui heurtent sa surface. C'était une première dans l'histoire que des débris spatiaux heurtaient involontairement la surface lunaire, connue des experts. Cependant, des cratères ont été formés précédemment par des vaisseaux spatiaux intentionnellement écrasés sur la Lune. Bill Gray, un chercheur indépendant spécialisé en dynamique orbitale et développeur de logiciels astronomiques, a été le premier à repérer la trajectoire du booster de fusée. Initialement, Gray l'a identifié comme étant l'usage de fusée SpaceX Falcon qui a lancé l'Observatoire américain du climat de l'espace lointain DSR-COVR en 2015, mais il a plus tard admis s'être trompé, affirmant qu'il s'agissait probablement d'une mission lunaire chinoise de 2014, une évaluation confirmée par la NASA. Cependant, le ministère chinois des Affaires étrangères a nié que le booster provenait de leur mission lunaire Chang'e 5, affirmant que la fusée en question avait brûlé lors de sa rentrée dans l'atmosphère terrestre. Aucune agence ne suit systématiquement les débris spatiaux aussi éloignés de la Terre. Et cette confusion sur l'origine du booster met en évidence la nécessité pour les agences officielles de mieux surveiller les débris de l'espace lointain.
au lieu de s'appuyer sur les ressources limitées des individus et des universitaires. Cependant, les experts soulignent que le plus grand défi réside dans les débris spatiaux en orbite terrestre basse, dans une zone où ils peuvent entrer en collision avec des satellites en fonctionnement, créer davantage de débris et menacer la vie des astronautes à bord de vaisseaux spatiaux habités. Il existe au moins 26 000 débris spatiaux en orbite autour de la Terre, de la taille d'une balle molle ou plus, capable de détruire un satellite lors d'un impact. Il y a également plus de 500 000 objets de la taille d'une bille, suffisamment grands pour endommager des vaisseaux spatiaux ou des satellites. De plus, il y a plus de 100 millions de fragments de la taille d'un grain de sel, de minuscules débris capables de percer une combinaison spatiale, selon un rapport de la NASA. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de la regarder dans son intégralité. Si vous aviez la possibilité, seriez-vous indécis pour une probable visite de la Lune? Nous sommes intéressés par votre opinion. N'hésitez pas à partager votre impression sur la vidéo en laissant un commentaire. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez nous soutenir, nous vous encourageons à vous abonner et à activer les notifications en cliquant sur l'icône de la cloche, tout en n'oubliant pas de donner un pouce levé à la vidéo. Nous tenons également à souligner que toutes les références mentionnées dans la description de la vidéo sont accessibles pour approfondir vos connaissances. Une fois de plus, nous vous exprimons notre gratitude d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin, et nous espérons vous retrouver prochainement pour d'autres contenus captivants sur Agora.